Chapeau à Marie-Christine Scouvarts. À l'hôpital des enfants, tout le monde la connaît. Elle y vient chaque jour pour son fils malade et aussi pour soutenir les familles d'enfants atteints d'un cancer. Le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital des enfants, Marie-Christine y passe presque tous les jours, depuis plus de 10 ans. Bonjour. Madame Scouvarts, c'était ça? Sariban. Bonjour Madame Scouvarts. Vous venez... Je viens voir qui sont les enfants qui sont là aujourd'hui. Bah oui, il y a les habituels. Hein. Oui. Et plus ceux qu'on a sont rentrés le lundi et hier pour chimio. Il y avait beaucoup de travail ce week-end. Oui, je vois. On ne vous a pas vu ce week-end, Madame Scouvarts. Bon, c'est rare, hein? C'est rare. Salut, toi. Ce matin, elle va à la rencontre de la maman de Jolie. La fillette subit sa première chimiothérapie. Je vais me présenter. Je suis Marie-Christine. Oui. J'ai une association qui s'appelle Ensemble de Pazarin, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et en fait, j'ai un enfant qui est passé par ici pendant pas mal d'années, qui est encore soigné ici d'ailleurs. Et donc j'offre aux familles, à votre enfant, à vous, à ses frères et sœurs s'il en a, j'offre du soutien moral. Je vous propose de faire un petit bout de chemin ensemble, quoi. Ils ont commencé la chimio samedi. Jusqu'à maintenant, elle ne mange pas. Elle mange plus. Elle est très affaiblie. Elle ne fait que dormir. Fais pas peur. Pas peur. Je fais pas mal du tout. Vous en faites pas que... Elle est en de bonnes mains ici. Hein. Elle est en de très très bonnes mains. Vous avez quand même affaire à une équipe médicale exceptionnelle. Donc aussi bien pour elle que pour vous... Vous êtes très très bien ici. Je suis assez souvent dans l'hôpital puisque mon fils vient à l'école ici en bas. Donc je vous donnerai toutes mes coordonnées. Vous pouvez toujours faire appel à moi. Je passe. On peut se voir ici à la cafétéria. De temps en temps, je vous obligerai à boire un café en bas pour un petit peu, pour un petit peu respirer. Moi, je suis là pour écouter, pour faire un petit bout de chemin comme ça. Mais je m'impose pas, hein. C'est à vous à sentir. Le début de son parcours personnel remonte à 1995. À l'époque, son fils Frédéric a à peine 8 mois et déjà une tumeur cérébrale. Et donc nous avons fait une échographie cérébrale. Et bon, ben là, les choses étaient claires. Donc j'ai vite compris à la façon dont l'opératrice pointait cette zone. Je ne sais évidemment pas lire une échographie, loin de là, mais je me doutais bien d'un problème quelconque. Et donc je sais que je suis sortie de cette salle en lui disant « Frédéric, ça va être long, ça va être dur, mais on va y arriver. » Et on va y arriver parce que, bon, tes parents sont là, quoi. Effectivement, 2 heures après, ben, j'ai vu une équipe de médecins rentrer dans ma chambre. Et je ne me souviens pas de tous les commentaires. J'ai juste entendu « Bonjour, je suis Monsieur Sariban, je suis chef du service oncologie. » Et pour moi, le mot oncologie, c'est vraiment le mot qui m'a mise KO. On s'est connus, tu avais 6 mois 8 mois. 8 mois, oui. Le mois de mai, c'était un mois de mai. Au mois de mai C'était au mois de mai. 1995. Mai 95, oui. C'est vrai que ça fait un bail, hein. Puis c'est 11 ans de suivi continu. Tu n'as pas? Tu vas toujours penser à moi? Maintenant, il faut penser à autre chose. C'est pas une bonne chose de penser toujours à moi. Viens, on va te mesurer maintenant. Ouais. Après une première chimio, Fred va faire une rechute à l'âge de 4 ans. Les chirurgiens l'opèrent, mais les séquelles sur sa vue sont importantes. Autant de traumatismes dont il subit encore les conséquences aujourd'hui. Vas-y, fais ça avec ta main. Avec tes doigts, là. Tu dois... Ouais, je crois que tu as difficile. Ben, y a d'autres éléments qui se greffent sur son problème de tumeur proprement dit, et puis il y a le problème visuel évidemment, il y a les problèmes hormonaux, et puis depuis 2 ans maintenant, de l'épilepsie. Une épilepsie qui n'est quand même pas très facile à maîtriser.
Oui. Pour Fred, la consultation est terminée, mais Marie-Christine continue les visites. Magnifique, mon grand. Ah. Le temps de voir la maman de Maxime, un petit bonhomme atteint lui aussi d'une tumeur cérébrale. 18 mois, il a interdiction de poser sa main dessus. Ça sera aussi une longue histoire avec lui. Hein. C'est-à-dire, on va encore aussi le suivre pendant des années. Oui, on va vivre en tout cas le même genre de choses. C'est vrai que moi au départ j'avais une petite appréhension en me disant que Maxime allait me rappeler, me renvoyer l'image de Frédéric. Et donc c'est vrai que parfois quand je le vois, quand j'entends ce qu'il vit, ben, ça nous renvoie tout à fait à ce qu'on a vécu il y a quand même pas mal d'années. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, Frédéric était hospitalisé d'urgence pour une grosse crise d'épilepsie. Et donc je comprenais très bien que la maman de Maxime ait une crainte comme ça, une trouille de devoir vivre aussi des situations qui ne sont vraiment pas toujours faciles à gérer. Et qui durent depuis si longtemps. Et qui durent. J'imagine que le fait d'avoir traversé toutes les deux, d'être passées par les mêmes choses en tout cas, ça crée peut-être directement des liens assez vrais. Ça crée des liens et puis elle est mon aînée dans la situation, si je peux dire ça comme ça, puisqu'elle est passée avant moi, donc elle me rassure beaucoup. Puis on ne parle pas avec Marie-Christine comme on parle avec un médecin, on peut parler de n'importe quelle chose, puis un médecin ça tourne toujours autour de Maxime, tandis que quand on parle avec Marie-Christine on parle plutôt de nous en tant que maman, de ce qu'on ressent, puisque c'est nous qui les avons accouchés, comme ça. Alors c'est vrai que quand je viens, ben, j'essaie de donner aux mamans et évidemment à Aurélie ce que moi-même j'aurais peut-être aimé recevoir quand Freddy était petit. Hein. C'est pas simplement, donc comme on disait tout à l'heure, parler de la maladie au sens strict du terme, c'est parler de la vie quotidienne, c'est se raconter une petite futilité, parce que parfois je me dis que j'aurais aimé parler de la pluie et du beau temps et avoir peut-être une histoire même rigolote, n'importe quoi, une bouffée d'air, quoi. Elle ne peut pas dormir avec eux. Cet espace de parole, l'association l'a organisé une fois par semaine pour les parents au sein de l'unité. Oui, il est en général assez positif, il a des petites baisses de morale, mais assez passagères, quoi. Ça revient vite. Il a aussi un long vécu, hein. Oui, il sait très bien où il est, évidemment. Hein. Oui, il comprend bien les choses. Il exprime bien quand ça va pas, il le dit clairement et moi je pense que c'est important aussi qu'il ait la capacité de le dire d'abord et puis qu'on puisse l'entendre. C'est ça la différence entre quelqu'un qui peut parler, entre quelqu'un qui peut dire maman j'ai mal à ça, maman j'ai pas envie de ça, maman j'ai envie de faire ça ou ça. Mais avec un enfant qui parle pas, elle va te le faire comprendre, tu sais. Même avec une toute petite comme ça, je pense qu'on pouvait lui dire. Oui, il faut lui parler. J'essaye de comprendre ce que tu dis, mais je comprends pas tout. Je dis que je suis là, je comprends, je sais que ça c'est pas très gai. J'essaye de lui dire des petites choses comme ça. C'est vrai que le parcours qu'on entame ici, il est pas facile et notre but n'est vraiment pas de minimiser les choses, loin de là. Puisqu'on sait très bien ce que tu vis aujourd'hui, et on peut éventuellement essayer de dédramatiser une situation et t'aider à remonter un petit peu le courant. Parfois, quand elle te semble un petit peu agressive ou quoi avec toi, et que malgré tout elle ne te laisse pas partir, c'est peut-être une manière pour elle de te dire d'abord j'en ai marre d'être ici, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal, je suis fatiguée, j'en ai... hein. Donc c'est un petit peu... C'est difficile aussi pour elle d'expliquer clairement ce qu'elle ressent, hein, physiquement et moralement, quoi. Le problème, moi, je ne sais pas comment. Si elle garde tout en elle... Mais je peux pas... Même si je le vois comme ça, je sais, je sens ce cas-là, mais quand même, j'arrive pas... moi, je me dis que je peux pas... Qu'est-ce que je vais faire pour l'aider? Parce que là, je ne sais pas vraiment. Ah ouais. Tu veux t'asseoir? Oui. Tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir? Tu veux ton petit toutou? T'es toute jolie. Tu veux ton petit toutou? Oui. Oui, tu veux? Tu veux? Mais tu fais ça bien, dis. Oui. Oui, maintenant, voilà. Ouais, ouais. Bonjour Doctoune. Bonjour Fred, je t'ai pas encore fait toi, hein? Comment
Ça baume. Ça baume? Oh, c'est génial. Alors si ça baume... En raison de son état de santé, Frédéric doit désormais fréquenter l'école de l'hôpital. Ah, t'aimes bien ça, toi. Fred, t'as une idée d'une chanson? Ici aussi, la présence de sa maman s'est avérée bénéfique pour tout le monde. J'ai ressenti cette aide quand je me suis trouvée face à des parents vraiment en difficulté et en souffrance et que je ne pouvais plus aider, que je ne savais pas comment aider parce que je suis l'enseignante, l'institutrice de leur enfant et que j'entends la douleur de l'enfant, je suis là aussi pour entendre certaines douleurs des parents, mais ça se limite à ça. Donc c'est vrai que plusieurs fois je me suis sentie très seule face à ce désespoir-là. Et puis quand j'ai pu en parler avec Marie-Christine et que j'ai senti cette disponibilité et de pouvoir donner les références de l'association aux parents et voir après à quel point les parents étaient soulagés et contents d'avoir cette présence, ben, c'était un soulagement pour moi. Je me sens plus seule dans cette démarche de soutien, autant des enfants que des parents. Pour l'aider dans ses apprentissages, l'institutrice appuie aussi sur cette ludothèque. Elle a été conçue spécialement pour les non-voyants et Frédéric y vient de temps en temps. Elles sont vraiment bien différentes et il ne faut pas réfléchir pour... Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation. Tu vois, ça ne devient pas pesant de... Tu les touches sans problème et voilà, hop, tu les retrouves. Ça s'appelle le porte-bonheur des petits cochons. C'est spécial. Ah, c'est spécial, tu vas voir. Et regarde celui-ci. Il y a 4 cochons différents. Est-ce que tu vois encore les couleurs? Oui. Tu peux les reconnaître au niveau des couleurs? Ça, c'est pas spécial. Ah oui, ça c'est le seau. Mais regarde les cochons ici. Hop. Et là, l'autre. Qu'est-ce qu'il a sur sa tête? Le principe, c'est que vous trouvez des jeux dans le commerce, des jeux accessibles, je dirais, à tout un chacun, mais vous les adaptez en fonction des enfants malvoyants qui viennent ici. Voilà, ce sont des jeux donc qu'on achète et qu'on transforme avec des matières. Donc pour reconnaître par exemple les pions, on a ajouté des chapeaux avec des matières différentes. Et alors pour qu'ils reconnaissent aussi leurs cases, on a collé les mêmes matières. Ça permet donc aux enfants qui ont un problème de vue de se retrouver avec d'autres autour d'un même jeu. C'est aussi un moyen d'intégration. À 6 ans, pour cause de timidité, Aglaé n'avait pas beaucoup de bonnes notes en sorcellerie. Quand il était Embarqués malgré eux par la maladie, les frères et sœurs ont aussi leur espace. Le mercredi, Nicolas, le frère de Frédéric, fréquente cet atelier organisé à l'hôpital. Bon, comme tous les enfants, il y a des rivalités, même sans la maladie. Mais dans le contexte de la maladie, c'est peut-être plus culpabilisant pour eux de la ressentir. Et donc, malgré tout, souvent les enfants disent qu'ils savent bien que leurs parents font tout ce qu'ils peuvent. Et donc, d'une certaine façon, pour eux, c'est peut-être difficile de se plaindre auprès de leurs parents que l'enfant malade reçoit toujours des cadeaux et des choses comme ça. Donc ici, ils peuvent le dire sans culpabilité, ils peuvent mieux accepter leurs sentiments négatifs. J'avais l'impression qu'on me projetait, parce que j'allais toujours de gauche à droite, et j'avais l'impression qu'on s'intéressait beaucoup plus à mon frère qu'à moi. Est-ce que tu penses aussi que tu ne savais pas en parler parce que peut-être tu te sentais peut-être coupable d'avoir ces idées-là dans la tête? Tu disais peut-être que c'était un peu moche de penser à ça alors que c'était... Je pensais que c'était un peu moche, que c'était pas chic de ma part. Est-ce que tu as le sentiment que tu es peut-être plus inquiet que les copains de ton âge? Tu es plus angoissé? Oui, c'est plus angoissé. Je sais pas si en arrivant à la maison, est-ce qu'il y aura un problème, est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Est-ce qu'il y aura une ambulance? Est-ce qu'il n'y aura pas d'ambulance? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé des lieux où tu peux en parler, où tu peux vider ton sac? Bah ici, avec Georgette. Là, on se vide un max, je vais dire. Et ça fait du bien. Je peux vous abandonner 5 minutes. Oui. Je vais avec elle jusque dans la chambre de sa petite sœur et puis je reviens. Ok? À tout de suite. Tu vas me montrer où est la chambre de ta petite sœur. Hein?
Joël. Elle est là. Coucou Joël. Alors on essaye de dire donc aux parents actuels, il y a moyen de vivre une vie tout à fait normale en dépit de la maladie. C'est vrai qu'elle nous impose beaucoup de contraintes, mais elle nous apporte aussi énormément de richesses. On a nos petits bonheurs au jour le jour. Aujourd'hui, s'il n'est pas bien, eh bien voilà, tout peut aller très mal, mais demain, s'il va bien et qu'on peut en plus faire une activité, une promenade, aller boire un verre sur la terrasse, c'est merveilleux. Retrouvez Marie-Christine demain sur Vivacité dans Appelez on est là à 11h.